Terre des Hommes France, association de solidarité internationale. Comme son nom l'indique, Éthique sur l'étiquette rassemble, donc il a été fondé en 1995 et il a rassemblé dès le départ des organisations diverses de la société civile, avec des modes d'action divers, des objectifs divers, mais qui se sont rassemblés autour d'un objectif, d'une revendication commune qui est la défense des droits humains au travail, c'est-à-dire la mise en œuvre, l'application des normes internationales qui encadrent ce que doit être un travail décent à travers le monde. On a circonscrit l'action à des choses très précises. D'une part, on s'intéresse au secteur à forte intensité de main-d'œuvre. C'est-à-dire il y a peu de mécanisation et qui finalement s'est concentré sur le facteur humain comme facteur de production, facteur travail, parce que précisément ce sont ces secteurs qui sont susceptibles de concentrer les plus grandes violations. Et on a un secteur emblématique, c'est celui du textile, mais on s'intéresse aussi à des secteurs comme l'électronique ou le jouet, qui sont sur les mêmes modes de production. Et on s'intéresse aux multinationales françaises ou présentes en France, et à la façon dont elles intègrent dans leur pratique d'achat, dans leur politique, la mise en œuvre de ces normes internationales du travail. Quand je parlais d'acteurs divers de la société civile, donc le collectif rassemble des syndicats, donc la CFDT essentiellement, mais on collabore aussi avec la CGT, ils ne sont pas membres mais on collabore sur certains sujets, des ONG comme le CCFD Terre Solidaire, Peuple Solidaire, Oxfam, Terre des Hommes évidemment, Artisans du Monde et d'autres, des organisations de défense des consommateurs, plutôt à vocation d'éducation populaire, comme Léo Lagrange Consommation, l'Indecosa CGT, qui est la SOS Conso de la CGT, et puis la Feu ASECO CFDT, qui était son équivalent pour la CFDT, et puis des mouvements d'éducation populaire, donc la Ligue de l'enseignement et membre d'éthique sur étiquette, et son pendant pour le sport, le FOLEP, etc. etc. L'idée, c'était que avec des modes d'action divers, on puisse se concentrer sur une action de plaidoyer, des modes d'action divers, parce que évidemment les ONG ont à la fois pu développer une expertise sur la question des droits humains et puis sont en lien directement avec le terrain par leur politique de partenariat dans les pays de production, en l'occurrence textile. Les syndicats sont présents dans l'entreprise, donc c'est extrêmement précieux pour nous quand on rencontre les multinationales de pouvoir se présenter face à la direction de ces entreprises ou la direction de développement durable avec leurs parties prenantes internes que sont les syndicats. Et puis les mouvements de consommateurs, d'éducation populaire ont ensuite des capacités de mobilisation, de réseau, d'éducation populaire, etc. etc. Alors on se définit surtout, c'est vrai qu'on nous questionne beaucoup, je l'évoquais ce matin, sur les alternatives en matière de consommation. On nous demande beaucoup des listes blanches, grises, noires d'entreprises, de multinationales, etc. C'est quelque chose, d'une part, qu'on n'est pas en capacité de faire, d'autre part, qui ne rejoint pas la vocation première du collectif Éthique sur l'étiquette. On n'est pas en capacité de le faire tout simplement parce qu'on n'a pas accès à suffisamment d'informations qui nous permettraient de dresser des listes exhaustives, en tout cas utiles pour le consommateur. On n'a pas accès parce que bien sûr il y a une opacité entretenue par les entreprises et qu'aujourd'hui les obligations de reporting ne sont pas à même de donner des indications qui permettraient de faire évoluer nos comportements de consommation. Donc c'est pas parce que H&M a signé tel accord dans telle usine et que ça peut être très 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 bien que parallèlement l'ensemble de son modèle économique est remis en question et qu'on continue. C'est quand même un modèle économique fondé sur une exploitation de travailleurs, une recherche de prix bas et de profit à court terme, etc., etc. Donc ce qu'on peut faire, c'est donner des indications mais pas dresser des listes. Et puis le deuxième aspect, c'est qu'on se définit, enfin nous sommes avant tout un collectif de plaidoyer. C'est-à-dire, j'imagine que vous connaissez le plaidoyer, c'est-à-dire qu'on c'est l'ensemble des techniques qu'on met en œuvre pour influencer des lieux de décision. Donc là, on s'intéresse à la multinationale comme lieu de décision, mais aussi aux États. Et donc, dans nos techniques de plaidoyer, on a un outil principal qui est la campagne d'opinion.
Et la campagne qu'on a lancée, donc c'était un lancement presse avant-hier, elle s'appelle #Soldé. Alors comme vous le voyez, les outils ne sont pas encore produits, donc j'ai une magnifique photo tirée sur mon imprimante du logo de campagne et du type de visuel qu'on est en train de diffuser. C'est une campagne donc, qui focalise sur la question du salaire vital pour les ouvrières de l'industrie du textile, et c'est des revendications, des recommandations qu'on adresse aux multinationales françaises et européennes. Cette campagne, elle est fondée sur un rapport d'enquête que nous avons réalisé de manière collaborative avec d'autres pays européens, avec nos homologues européens. Donc nous nous sommes intéressés à 6 entreprises françaises et on les a questionnées sur leurs pratiques, les pratiques qu'elles mettent en œuvre pour assurer un salaire vital aux ouvrières, aux ouvriers. On a évidemment focalisé sur les femmes puisque c'est l'essentiel de la main-d'œuvre dans le secteur. Donc sur les mesures qu'elles mettent en œuvre pour au moins intégrer la question du salaire vital, c'est-à-dire ne plus se contenter de payer le salaire minimum qui sont des salaires de misère, quand bien même ce serait respecter la législation locale. Là on fait appel alors à leur fameuse RSE, le long de leur chaîne d'approvisionnement. Évidemment, ça ne veut pas dire que les autres sont vertueuses ou moins vertueuses, ça veut dire qu'on s'est intéressé à différents segments de marché, qu'on a cherché aussi les entreprises dont on pense qu'elles ont une capacité de susciter un effet d'entraînement, c'est le cas de Carrefour. Effectivement, dans la grande distribution, ce n'est pas Auchan qui va être leader sur les aspects RSE, c'est précisément Carrefour parce qu'il cherche à se distinguer sur le marché par son engagement en faveur du développement durable. Il cherche à se distinguer. Ce n'est pas le cas de Leclerc qui ne communique que sur les prix bas. Leclerc a décidé que les questions de RSE, de développement durable, les questions sociales, c'était vraiment pas son problème. Et c'est le cas d'ailleurs, c'est vraiment pas son problème. Ça ne veut pas dire qu'on les oublie, ça veut dire qu'on pense qu'avec Carrefour, on a quand même un moyen de pression plus important. Bon, je vais pas aller trop loin, je préfère que vous posiez des questions. Donc c'est une campagne d'opinion où on leur demande de se saisir, de mettre en œuvre une feuille de route en faveur d'un salaire vital. Cette feuille de route, elle a été développée par un collectif d'ONG de base asiatique qui s'appelle Asia Floor Wage Alliance, qui est un partenaire de la Clean Clothes Campaign, notre réseau européen, et de Terre des Hommes d'ailleurs, qui a pris un peu à bras-le-corps cette question du salaire vital et qui a travaillé pendant un an avec des chercheurs pour définir un indicateur, donc une formule qui permettrait de calculer ce qu'est un salaire vital par rapport à un salaire minimum. Et je vais peut-être quand même en donner quelques éléments. Donc on distingue le salaire vital du salaire minimum en disant qu'un salaire vital, c'est un salaire qui permet aux travailleurs de subvenir à leurs besoins, à leurs droits fondamentaux, ce que ne permettent pas les salaires minima actuels dans les pays de production textile, en prenant en compte le fait que le salaire est l'essentiel du revenu de ces familles, de ces femmes, puisqu'il n'y a pas vraiment de revenus différés issus de la redistribution, type accès à la protection sociale, etc. Donc un salaire vital comprend le logement, la santé, l'éducation, tous les besoins fondamentaux. Et c'est vraiment là l'essentiel, inclut également une part de revenus discrétionnaires qui a été fixée à 10% du salaire vital, qui permet justement que, on parlait tout à l'heure de théorie marxiste, en fait on est vraiment dedans au Bangladesh, qui permettrait que le salaire ne serve pas juste à reproduire la force de travail. C'est ce qui se passe en ce moment dans tous ces pays. Les travailleuses travaillent, dépensent tout leur argent, s'endettent pour pouvoir travailler, pour gagner leur vie, pour pouvoir travailler. Donc évidemment, il manque cette part de revenus qui leur permettrait d'envisager l'avenir et de sortir de la pauvreté, donc d'investir éventuellement un projet d'achat de maison, d'un véhicule, d'envoyer les enfants, de financer des études supérieures, de pouvoir payer une hospitalisation qui interviendrait, et puis voir tout simplement d'épargner. Donc ce salaire vital, il constitue le nouveau salaire minimum en fait, à partir duquel il faudrait négocier. Il ne faut pas s'arrêter à ce salaire vital. Donc on demande aux multinationales en question de s'inspirer de la feuille de route et de cet indicateur pour l'appliquer dans leur politique, notamment d'achat auprès des fournisseurs. Et on développe pour ça des petits outils de campagne, un site web qui s'appelle quiestlamoinschère.org, où on va donner des informations sur le niveau des salaires minima et vitaux dans les pays de production textile, mettre en animation ce fameux rapport sur les entreprises et puis bien sûr proposer des appels à action. C'est essentiellement des pétitions, signatures de pétitions,
action via les réseaux sociaux, interpellation directe des entreprises. Et on est en train de constituer un petit flyer qui reprendra un peu de texte et cette partie logo qui sera en fait une étiquette détachable. Et l'idée c'est, on proposera aux militants, je ne l'ai pas précisé, mais on a une quarantaine de collectifs locaux répartis sur le territoire en France, plus ou moins actifs, plus ou moins gros. Et l'idée c'est d'aller dans les magasins afficher sur les vêtements cette petite étiquette qui incite à signer la pétition, interpelle le consommateur, etc., etc. Bien sûr que non, mais non, en fait, on est... donc là, on a vraiment fait un lancement presse puisqu'on profitait de la venue de Vouti et Shanton. Là, on est en train de finaliser le kit de mobilisation et de se renseigner justement sur les moyens de faire ce type d'action. Il y a peu de risques juridiques à partir du moment où il n'y a pas de dégradation, diffamation, etc. Les étiquettes ne nomment pas les entreprises. Enfin, on pourrait le faire, hein, moi ça ne me gênerait pas. Pour l'instant, c'est un titre un peu générique. Mais on est en train de baliser tout ça et de faire des petits modes d'action pour que ce soit sans trop de risques. J'évoquais tout à l'heure l'Asia Floor Wage Alliance. Donc c'est une initiative d'ONG et de syndicats asiatiques qui s'est fondée en 2009 et qui ont travaillé, donc qui est présent dans 18 pays, qui est l'idée par l'Inde, qui est pilotée par l'Inde, et qui sont partenaires. Donc on a fondé ensemble des groupes de travail avec la Clean Clause et Partenaires du Sud, etc., pour dire quelles vont être nos revendications adressées aux entreprises. Et les revendications, elles sont de reprendre leur feuille de route qu'ils ont développée en 2009. Cela dit, selon l'Asia Floor Wage, c'est un indicateur, donc c'est expliqué sur le site web, basé sur l'approche panier de biens. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'une part de soutenir les négociations tripartites, donc comme celle auxquelles participe le CICADU, le syndicat cambodgien au Cambodge, mais parallèlement de dire aux multinationales, ce n'est pas parce que les salaires minima sont de $100 que vous devez vous arrêter là. On exige que dans vos pratiques d'achat, vous serviez d'autres indicateurs pour calculer ce que doit être le salaire convenable pour vos travailleurs. Et leur réponse a été de dire, vous savez, on ne sait pas calculer ça, c'est pas possible, c'est très compliqué, on est tout petit, on n'a pas de moyens. Donc évidemment, nous, on a les moyens, c'est bien connu. Donc il se trouve que, à cet argument politicien, les ONG d'Asie ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps et d'y répondre par cet indicateur. Il est extrêmement ambitieux. Enfin, il serait même ambitieux ici. Un SMIC à Paris n'est pas un salaire vital. Donc, en fait, c'est une notion qui pourrait être transposée selon les contextes nationaux. Je crois qu'au Cambodge, l'indicateur Asia Floor Wage doit fixer le salaire minimum entre 350 et 400 € vital. On est à 100. Évidemment, on ne peut pas exiger réalistement qu'une multinationale décide tout à coup d'augmenter par 4, mais cette feuille de route, elle pose le contexte de la mise en œuvre de salaires plus élevés en favorisant la liberté syndicale, en réduisant et mieux stabilisant le parc fournisseur, en cessant le recours systématique aux contrats à court terme qui permettent d'ajuster la main-d'œuvre, etc., etc. Et puis, le cas échéant, de développer elle-même des indicateurs, mais qui ne se contenteraient pas du salaire minimum. Et donc tout ça, évidemment, ce n'est pas des slogans de campagne, mais c'est les revendications qu'on porte très concrètement et qui sont dans le questionnaire, par exemple, qu'on a adressé aux entreprises. En fait, le salaire décent n'a pas conduit jusqu'à présent au calcul d'une formule, donc, mais elle pourrait. Moi, je l'assimile en fait. Disons que le salaire décent, ça a été une campagne, ça a été un des éléments du travail décent défini par l'OIT. L'OIT a défini le fait que pour accéder à un travail décent, il y avait 4 piliers. Il fallait des salaires décents, liberté syndicale, protection sociale et, j'oublie le 4e, mais n'a pas défini ce que devrait être un salaire décent. Là, c'est vraiment une traduction de... En fait, le terme anglais qui est utilisé, c'est living wage, qu'on a traduit par salaire vital. Mais en fait, on pourrait assimiler salaire vital à salaire décent. La définition politique, c'est qui permet aux travailleurs de subvenir à ses besoins fondamentaux, à ses droits fondamentaux.
L'indicateur, mais je pourrais faire circuler, il définit, il est vraiment très complet. Il définit, donc c'est une approche sur la base d'un panier de biens alimentaires et non alimentaires, exprimé en parité de pouvoir d'achat, hein, donc c'est la monnaie, la Banque mondiale qui permet de comparer les biens d'un pays à l'autre sans tenir compte du pouvoir d'achat, de pouvoir comparer ce que l'équivalent de 100 dollars au Cambodge avec 500 dollars au Bangladesh, donc c'est une unité universelle, je dirais. Ce salaire vital doit permettre aux travailleurs de subvenir à ses besoins et à celui de 2 autres unités de consommation, donc son époux, son épouse par exemple, et 2 enfants, ou ses 2 parents par exemple, puisque les travailleurs en général ont toujours des proches à charge, dans la durée légale, enfin dans la durée définie, dans la durée de travail définie par les conventions internationales de l'OIT, c'est-à-dire 48 heures semaine. Ça c'est un élément indispensable. Le salaire vital ne doit pas s'obtenir en continuant à bosser 70 heures par semaine, comme le fait Shanton par exemple. Bon, entre nous, ce qui peut poser question, hein, il ne faudrait pas que ça entrave la mise en place d'un système public de protection sociale, par exemple. Moi, c'est vraiment des questions que je me pose aussi, qu'on se pose à Éthique sur étiquette. Sauf qu'aujourd'hui, il se trouve effectivement que, et c'est l'approche de l'Asia Floor Wage, que en l'absence d'un accès à la protection, il faut bien que l'entreprise fasse sa part mais nos amis cambodgiens qui sont là, eux, leur lutte, elle est sur la négociation du salaire minimum avec l'État et face à une fédération employeur en plus surpuissante au Cambodge pour l'élévation du salaire minimum. C'est vraiment 2 approches qui se veulent complémentaires. 177, c'est pas le salaire vital tel que proposé par l'Asia. C'est les revendications des principaux syndicats qui négocient actuellement. Il était de 65 dollars l'année dernière, lors des dernières négos, etc. C'est aussi parce que l'inflation est très importante au Cambodge comme au Bangladesh. Le salaire vital, d'après l'Asia Floor Wage, je disais, il s'élève entre 350 à 400 euros. Donc même si Kadou, on en a discuté hier, il nous disait... Nous, là, la demande, c'est pas l'Asia Floor Wage, mais nous, par contre, c'est que les multinationales s'engagent dans des démarches qui viseraient à ne plus se satisfaire de salaires minima qui sont des salaires de misère. Mais ils font partie de l'Asia Floor Wage, mais il y a aussi un pragmatisme, un réalisme. Ça n'a pas de sens aujourd'hui de dire il faut payer 4 fois plus au Cambodge, et ça sur toute la chaîne d'approvisionnement, personne ne va le faire. Et alors au Bangladesh, je pense que c'est autour de 200. Si je me souviens, donc 4 fois le salaire actuel. Là, encore une fois, c'est une revendication très précise. Alors, par exemple, on travaille avec des partenaires tunisiens qui a été très intéressé et qui voudrait faire un travail d'adaptation, par exemple, pour la Tunisie. C'est possible qu'en Tunisie, donc, le panier de biens défini par l'Asia Floor Wage, il répartit de manière égale les biens alimentaires et les biens non alimentaires. Probablement qu'en Tunisie, il n'y aura pas cette même répartition. Donc, on pourrait s'en inspirer, mais ça nécessite des recherches, une adaptation au contexte local. Notamment, il y a un certain niveau de protection sociale aussi, par exemple en Tunisie, qui n'a pas évidemment. Et sur les heures, donc c'est sur la base de 48 heures maximum de travail, et les heures supplémentaires doivent être payées, rémunérées comme prévu par la loi. C'est déjà le cas d'ailleurs, il y a une législation sur les heures sup, et au Cambodge et au Bangladesh, mais qui n'est pas mise en œuvre. Et c'est très très lié, cette revendication, à la question de la liberté syndicale et du droit de négociation, d'organisation de négociation collective. Ça, c'est vraiment les 2 piliers actuellement des mouvements textiles. Disons que cette campagne et cet indicateur, il s'intéresse à cet aspect crucial parce qu'en fait, depuis 2009, toutes les mobilisations des travailleurs du textile, ils sont tous dans la rue avant tout pour réclamer des salaires décents. Sur la question des enfants, du travail des enfants, évidemment, je ne veux pas dire qu'elle est éradiquée, mais dans le secteur textile, en fait, elle est moins présente qu'ailleurs. En fait, il y a du travail d'adolescents. Et finalement, les normes de l'OIT acceptent un travail à partir de 15 ans, 14 ans sous certaines conditions pour certains secteurs et s'il y a un accès à la scolarité.
Donc c'est 15 ans la norme. Au Bangladesh, il y a probablement beaucoup de jeunes femmes de 13-14, mais pas en dessous. D'abord parce qu'il y a une forte mobilisation quand même des sociétés civiles sur le travail des enfants, et puis pour une autre raison plus cynique, c'est compliqué pour un enfant d'utiliser une machine à coudre. C'est pas très rentable, et c'est pas un enfant de 6 ans, de 7 ans, alors que dans les déchetteries, dans les briqueteries en Inde, dans la tannerie, là c'est des petites mains qui sont près du sol qu'on peut utiliser pour... voilà. C'est extrêmement cynique, mais dans la confection, le travail des enfants, c'est pas là qu'il est le plus présent. Par contre, il y a du travail adolescent. Ça fait partie des revendications globales, mais encore une fois, ce qu'il faut questionner, c'est pourquoi est-ce que ces enfants sont amenés à travailler. Je vais digresser un tout petit peu. On parlait de la RSE, etc., etc. Les entreprises nous disent « Ah, mais on a donné 300 000 € à l'UNICEF ». Je disais, mais est-ce qu'au lieu de donner 300 000 € à l'UNICEF, on parlait d'obligation de vigilance, pourquoi ne pas faire en sorte que la femme soit en capacité de bien nourrir son enfant, donc d'être payée correctement, et vous n'aurez pas besoin de faire des dons à l'UNICEF. Donc la question du devoir de vigilance, elle est là. C'est comment, au lieu de réparer à minima des impacts que crée l'activité, c'est évidemment d'absorber dans l'activité, d'intégrer dans son activité la prévention des risques. Quand on fait venir Cicadou, notre objectif, c'est précisément qu'ils puissent rencontrer les syndicats français qui, quand même, ont développé des services internationaux. L'action d'appui au syndicalisme international, elle existe. La CFDT comme la CGT, vous parlez des deux gros, sont membres de la CSI, la Confédération syndicale internationale, de la CES. Donc, eux-mêmes sont organisés au niveau européen et international. Et le but de ces syndicats, c'est d'apporter un appui aux syndicats du Sud, si on veut parler en monde polarisé. Donc, à Ethics, on essaye de le faire précisément. Donc, ce sont des rencontres, etc. Mais on voit bien que il faut un catalyseur pour pouvoir porter à la connaissance. Les enquêtes dans les unités de production textile au Cambodge, c'est pas la CFDT qui les fait, c'est les réseaux, les mouvements sociaux de défense des droits humains comme Think Laws, Ethics for Etiquette, etc. Mais on se rejoint sur des objectifs humains et on les incite à développer des partenariats, à les appuyer. C'est extrêmement compliqué. Il faudrait que ces syndicats soient beaucoup plus impliqués. Ce qu'on arrive à faire ensuite, c'est mobiliser certains dans les magasins, parce que c'est même pas au niveau des confédérations, ce serait au niveau des responsables syndicaux, des délégués syndicaux qu'il faudrait pouvoir dans les boîtes. Donc là, si tout va bien, elles rencontreront les DS et délégués syndicales d'H&M et de Zara la semaine prochaine à la CFDT et à la CGT. Ça, c'est le genre de choses que l'on facilite à Ethics for Etiquette, mais en fait, ça devrait être systématisé, ça devrait être des politiques mises en place par les syndicats. Il y a encore besoin de se rendre compte qu'il faut développer un message plus tourné vers la mondialisation, bien sûr, qui prenne plus en compte la mondialisation. Alors que Anne Gainsbourg, elle a fait un excellent documentaire sur Florange qui s'appelle La promesse de Florange, mais nous on le cite souvent en exemple au forum ou à AVSE. La lutte des Floranges, la lutte des syndicalistes du blé, c'est la lutte contre le même modèle économique qui finalement met en concurrence les travailleurs du Nord comme du Sud, etc. En fait, c'est simple à expliquer finalement, c'est simple, c'est le même système auquel on doit s'attaquer, etc.